Alors, je vais vous parler des binaires éclipses. Et je vous ai mis mes affiliations. J'avais le T60, il y avait Arnaud, mais ça fait quelques années que je ne suis pas remonté au T60. Donc, je suis président de l'association départementale Andromède Catra dans l'Aveyron. Je fais partie aussi de l'ASO, qui est aux États-Unis. C'est une association internationale de variabilistes. La Société astronomique France, c'est la Commission des étoiles doubles. La BA, c'est en Angleterre, c'est au Royaume-Uni, et il y a une section étoiles variables. C'est un peu comme la SAF, mais version anglaise, les sections solaires, étoiles variables, etc. Et le GEOS, qui est le groupement européen d'observateurs stellaires, qui, lui, ne comprend que des variabilistes. Alors, la chose étonnante, c'est que vous pouvez voir que je suis aussi bien dans une commission d'étoiles doubles que variabiliste. Et je vais vous expliquer en même temps pourquoi. Or, le sommaire, c'est des généralités et rappels. La méthodologie, ce qu'on fait pour étudier les binaires éclipses, c'est les contributions. Là où, au niveau amateur, on peut participer. Et ressources et questions, si vous avez, je vous donnerai quelques liens. Enfin, il y aura beaucoup d'interventions et des questions. N'hésitez pas à la fin. Or, petit état des lieux, en gros, il y a moins de 100 observateurs réguliers à travers le monde et plus de 8000 étoiles à surveiller. En comparaison, pour les exoplanètes, on a plus de 800 observateurs à peu près réguliers et beaucoup moins d'étoiles à mesurer. Bon, j'ai mis 2000, mais je ne suis pas du tout sûr du chiffre. Mais hier, Patrick Bury nous a présenté pour le projet WASP qu'il y avait 186 observateurs déjà inscrits pour la France. Donc, ça marche très, très fort. L'inconvénient qu'il y a pour les binaires éclipses au niveau français, c'est qu'il n'y a pas de référent professionnel. On trouve des référents professionnels ailleurs, dans d'autres pays. Personnellement, je travaille avec des référents professionnels russes et américains. Donc, vous voyez, et tchèques. Donc, c'est un peu particulier. Et en France, il n'y en a pas. C'est pour ça que c'est moins popularisé en France que dans les autres pays. Quelques prérequis quand même pour étudier le sujet. Vous connaissez votre instrument et un peu beaucoup le ciel. Ça peut être utile. L'acquisition numérique, j'ai mis numérique au sens large du terme, CCD, CMOS, APN, etc. C'est vraiment un sens très large. La maîtrise au logiciel, c'est quand même important. Et les binaires éclipses, c'est pas grave si vous ne connaissez pas, ça est maintenant que je vais vous le présenter. Donc ça, c'est pas... On va se plonger dedans, c'est pas très méchant. Or, quand on regarde ce diagramme, là, c'est un diagramme qui a trait aux étoiles doubles. Bon, si on va tout à fait sur la droite, on voit les doubles visuels. Alors, les doubles visuels, vous connaissez tous Albireo, Alcormizar, Albireo que vous présentez, j'imagine, pendant la nuit des étoiles, la fameuse cible. Et donc, on se situe dans cette partie-là du graphique, tout à fait à droite. Voilà. Donc, vous avez la séparation en unité astronomique et la séparation angulaire. Donc, supérieur à 1 seconde d'arc, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez les doubles visibles par optique adaptative. Là, les amateurs, on ne joue pas, ce n'est pas dans notre catégorie. Et nous sommes sans unité astronomique de séparation. Et on est à 0,1 seconde d'arc. Les doubles interférométriques, les doubles interférométriques, ça correspond à ce qu'Antoine Labeyrie, dans les années 70-80, et comme vous pouvez voir sur le plateau de Calerne, qui est maintenant classé, les coupoles sont classées au patrimoine, et en fait, on est dans cet aspect-là, les doubles interférométriques, 50 unités astronomiques et 0,2 à 0,03 secondes d'arc. Et après, vous avez les doubles spectraux, comme son nom l'indique, visibles en spectro uniquement. La séparation est de 10 unités astronomiques et on est au centième d'arc seconde. Et après, vous avez les doubles occultations. Or, les doubles occultations, c'est la grande spécialité de certains d'entre vous, comme Thierry, Arnaud, etc. C'est tout ce qui est occultation par les astéroïdes et la découverte d'étoiles doubles. Il y a Michel Boutet, qui est un régional de l'étape, qui habite dans la région, qui a découvert, il y a 2 ou 3 ans, une étoile double grâce aux occultations par astéroïdes. Donc, on est vraiment dans cette étape-là. Et ma partie, elle est là, encore plus fine. Donc, en fait, ce qu'on revoit, c'est que la séparation des étoiles
est inférieur au millième de seconde d'arc. Et on est à double éclipse qui sont photométriques. On va savoir qu'elles sont doubles que par la photométrie. Voilà. Donc, ça vous donne bien l'échelle entre ce qui est visible avec une paire jumelle ou un télescope et ce qui est visible avec la technique de photométrie. Or, vous me direz, il y a duplicistes et variabilistes. Alors, je vous ai mis en noir le travail entre guillemets des duplicistes et variabilistes en bleu. Bon, on a tous des process communs, photométrie, astrométrie. Quand vous faites la photométrie, vous avez besoin quand même d'astrométrie. L'astrométrie, les duplicistes en ont aussi besoin pour utiliser aussi la photométrie. Hein. Donc, c'est des techniques doubles, en fait. Nous, on va se servir. Donc, si on reprend les duplicistes, eux vont utiliser la technique d'astrométrie et vont déterminer ce qu'on appelle ρ et θ, c'est un angle de séparation et un angle de phase. Je ne sais pas si c'est le vrai terme, mais voilà, ils vont utiliser ça. Nous, en astrométrie, ça va être est-ce qu'on a choisi la bonne étoile? Est-ce qu'on mesure la bonne étoile en photométrie? Et eux vont utiliser la technique de photométrie pour savoir si les étoiles sont bien séparées et la photométrie, quelle est la magnitude des étoiles séparées. Voilà. Après, nous utilisons des catalogues différents. Les duplicistes vont utiliser les WDS, le Washington Double Stars, qui comprend les catalogues des étoiles doubles. Et nous, on va utiliser pour les binaires éclipses, bien que ce soit les étoiles doubles, le général catalogue variable star, le fameux GCVS, qui comprend toutes les étoiles variables, qui est régulièrement réactualisé. Et ce qui est différent aussi, c'est que quand nous allons nous réunir, eh bien, il y a, les duplicistes vont être dans des commissions d'étoiles doubles et ont un propre journal qui s'appelle le JDSO. Il y en a d'autres, hein, mais c'est celui-là qui est plus connu. Et les variabilistes vont se réunir dans des associations de variabilistes et leur bulletin, c'est GAVSO de l'AFSO, le journal européen des observateurs d'étoiles variables, qui est fait par les Tchèques. Voilà. Et les Anglais ont aussi leur propre bulletin. Mais on a tous, en fait, des données des bulletins différents. Et je fais partie des deux, hein, en utilisant ces types d'étoiles. Alors, pour revenir au sujet principal, voici une courbe lumière d'une binaire éclipse. Alors, ce qu'on voit, on voit un plateau, une descente très forte, un replateau, les barres d'erreur, voilà, les phases. Alors, ce qui est important, c'est qu'on va appeler en phase 0 que c'est le primaire, et en phase 0,5, bon là, elle n'est pas en 0,5, ça va être le secondaire. Alors, il y a quelque chose qu'on ne voit pas que je vais vous montrer après, mais qui est important. Donc, vous remarquez bien, ça descend très profondément. Et en plus, la chute en magnitude est très forte ici. Il y a 0,5. On n'est pas en barre d'erreur comme les exoplanètes où il faut travailler au millième. Là, c'est vraiment quand même relativement facile. Alors, ce qu'on va définir en observant les binaires éclipses, c'est un peu le même principe que les exoplanètes. Quel est le début du phénomène? Et c'est répétitif, il y a des cycles. Donc, vous avez ici le fameux T0 qui est l'époque, qui correspond ici au jour juillet, 24, etc. Vous avez ici la période, qui est ici de 2 jours, 2.078 jours, et le cycle. Et si vous augmentez le nombre de cycles, si vous faites tourner le nombre de cycles, vous allez tomber à une date et heure de phénomène. Voilà. Il y a quelque chose qu'on ne voit toujours pas dans ces éléments-là. En petit résumé, hein, ce qu'on voit et ce qui se passe physiquement, là, les étoiles sont bien détachées. Vous avez deux étoiles. L'étoile, alors c'est difficile à dire, étoile principale, étoile secondaire. Parce qu'en fait, là, le schéma est vrai et faux à la fois, c'est que ça a été très simplifié. L'étoile rouge tourne bien circulairement autour de l'étoile jaune. En fait, le système est un peu déséquilibré. Et le centre, le barycentre n'est pas au sein de l'étoile jaune. Voilà. Donc, en phase 1, la phase principale primaire, vous avez la grosse étoile qui passe devant la petite. Vous voyez les deux, la somme des deux flux arrive vers vous.
l'étoile rouge passe derrière, donc il y a moins de flux, et ça recommence, et le cycle recommence. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est quand même important ici, c'est que vous ne savez pas la durée. Quelle est la durée de ce phénomène-là? Pour aller de 2,4 ici à 3,4, quelle est la durée du phénomène? Et ça, c'est vraiment très important, ce qui peut influencer beaucoup de choses. Alors, il y a 3 types. Alors, pour être plus précis, il ne faudrait pas dire type, on pourrait dire 3 morphologies de courbes de lumière. Alors, la première morphologie de courbe de lumière, c'est des algolides. Attendez, je regarde là. Voilà. Les algolides, donc vous avez ici, c'est bien marqué, donc vous avez un plateau, le minimum principal est bien marqué, vous avez après ensuite un plateau, et ça recommence. Alors, le secondaire est important, de temps en temps, sur le type où c'est presque indécelable. Donc, ce sont des étoiles qui sont bien détachées, ça correspond à ce qu'on a vu au diagramme précédent. Voilà, et vous avez physiquement ce qui se passe. Donc là, les étoiles sont bien détachées. Après, vous avez Beta Lyrae. En Beta Lyrae, pour la petite histoire, ça correspond aussi à Chéliac. Voilà. C'est notre nom, c'est Chéliac, c'est Beta Lyrae. Donc, le minimum principal est bien marqué ici, et vous remarquez que les courbes sont arrondies. Déjà, les étoiles sont plus proches. Elles ne se touchent pas, mais elles sont plus proches. Donc déjà, la courbe lumière change. Et ensuite, vous avez les EW, dont les minimums principaux sont quasiment identiques. Pas tout le temps, mais bon, ils sont quasiment identiques. Les courbes sont arrondies et les étoiles sont en contact. Et si on fait une simulation que je vous montrerai, vous allez voir à quoi ça ressemble. Ce qu'on apprend aussi avec les courbes de lumière, c'est que si on fait une prélecture simple des courbes de lumière, on peut déjà déterminer leur orbite. Suivant comment elles sont inclinées, on peut déjà connaître comment vont être les étoiles. Rien qu'en regardant la courbe visuellement, d'un simple coup d'œil, on peut avoir déjà quelques informations. Un autre point sur les courbes de lumière, ben, si on regarde ici, on voit qu'elles ne sont pas de la même hauteur, mais si on regarde la profondeur, on peut déjà avoir un aspect de masse et déterminer le rapport de masse des étoiles. Alors déjà, on commence à avoir des informations d'astrophysique, rien qu'en regardant les courbes de lumière. Les composantes physiques, ben, quand elles sont détachées comme à Le Gaulle, ben, vous avez 2 étoiles bien séparées. Quand elles sont semi-détachées, il y en a une qui remplit le lobe de roche. Et quand elles sont en contact, elles sont vraiment en contact. Il y en a une qui fusionne avec l'autre. Et W. Donc en haut, ça correspond au type A. Ici, au type B. Et tout à fait en bas, au type EW. Donc retenez déjà qu'il y a au moins 3 types, on va dire le mot type, d'étoiles binaires éclipses. Et ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir des échanges de matière entre les deux. Voilà. Alors ici, je vous montre une étoile qui est souvent étudiée, qui s'appelle XY Cléo. Et vous avez ici, en fait, comment elle est réellement. Donc, on voit qu'il y en a une qui est plus petite que l'autre, et il y a un échange de matière entre les deux qui se produit. Donc, s'il y a un échange entre les deux, astrophysiquement, quand vous allez l'observer, vous allez vous dire, dans le temps, il y a quelque chose qui bouge. Ça peut, vu que ce n'est pas inactif, ce ne sont pas des corps morts, entre guillemets, vous allez voir quelque chose qui bouge et avec vos observations, dans le temps, vous allez voir évoluer le système. Vous allez vous dire, ah, mais d'une observation à une autre, quelque chose s'est passé. Je ne sais pas nécessairement l'expliquer, mais quelque chose se passe au niveau de ces étoiles-là. Or, pour compléter, vous voyez, il y a le détaché type D. Or, les EA sont fait appeler type D, les détachés. Les EB sont fait appeler type semi-détaché, type S. Et les contacts, les types C. Il y a des sous-types, donc les symbiotiques, etc. Et là, on tombe dans le monde des variabilistes,
Les symbiotiques ou les cataclysmiques, si vous connaissez certains d'entre vous, François Tessier, c'est en fait sa passion d'étudier les symbiotiques ou cataclysmiques. Voilà. Hein. Donc, le monde des étoiles doubles et variabilistes n'est plus séparé comme dans les années, il y a un siècle ou un siècle et demi. Là, vraiment, tout est imbriqué. En fait, on n'est plus dans deux classes à part, on est dans un seul groupe. D'ailleurs, l'UAI a fusionné les commissions des étoiles. Il y avait au sein de l'UAI une commission étoile double, une commission étoile variable, comme ça s'est fait historiquement. Et en fait, il y a maintenant que la commission 21 qui s'occupe que des étoiles, tout simplement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites, bon, je sais bien, on a vu des courbes lumière hier, les méthodes de les obtenir, etc. Mais qu'est-ce que je peux en faire? À quoi ça va servir? Donc déjà, rien qu'avec vos courbes lumière, vous allez pouvoir déterminer les paramètres physiques, les températures, l'inclinaison, les paramètres orbitaux, la luminance. Et après, si vous avez des données par rapport à la spectro, vous pouvez obtenir les masses, rapport de masse aussi. Et quand vous mélangez le tout, vous pouvez avoir les masses, les rayons, la luminosité et l'âge. Il y a quelque chose qui est très, très important à la fin, quand on a tous ces paramètres. Il y a une loi qui s'appelle la fameuse loi masse-luminosité. Alors, cette loi est censée dire, telle étoile brille de telle manière, je peux en déduire telle masse. Mais en fait, comme toute loi d'astrophysique qui pensait être totalement universelle, les astrophysiciens se demandent si elle n'est pas adaptée à chaque type d'étoile. Donc, il y a un gros travail qui est effectué en ce moment de dire est-ce que la loi masse-luminosité compensée universelle est applicable à tous les types d'étoiles? En fait, ce ne serait pas des multiples lois sur le type d'étoile et réaffiner chaque loi masse-luminosité sur les types d'étoiles. C'est un gros travail qui est fait actuellement, qui est un travail silencieux parce que ça demande beaucoup de données, beaucoup de temps, mais c'est vraiment quelque chose qui est fait en cours. Après, il y a un autre point qui est fait. Bon, vous avez l'analyse et l'évolution des modèles d'étoiles et surtout les distances. Et la distance, ça influe tout ce qui est partie cosmologie. Et il y a un gros travail qui avait été effectué par David Valls-Gabo au sein de la commission des étoiles doubles. C'est par rapport à la détermination de la distance des Pléiades. Oh, les Pléiades, vous allez me dire, mais c'est à côté, tout le monde voit ça, on connaît bien, etc. Et en fait, il y a de grosses incertitudes par rapport à la distance chez nous et les Pléiades. Il y a des grosses variations depuis des dizaines d'années. Même s'il y a eu des lancements des satellites Hipparcos, Gaia, etc., il y a vraiment des grosses contradictions. On n'est plus aux 3% d'erreur, hein, c'est beaucoup plus par rapport à la détermination des étoiles et des Pléiades. Donc, vous voyez les enjeux qu'il y a par rapport à l'étude des binaires éclipses. Hein, il y a beaucoup de choses à faire et je vais vous montrer d'autres enjeux. Alors, vous me dites, mais ça ne sert à rien d'étudier pour les amateurs les binaires éclipses parce qu'il y a les programmes spatiaux et eux vont tout faire, ils ont tout fait, ça ne sert à rien. Gaïa, il a fait des milliards de mesures, il y a plus d'1,8 milliard d'étoiles mesurées, donc ça ne sert à rien. Il y a Kepler, il y a TESS pour rapport aux exoplanètes, il y a Plateau, bon voilà, certains projets comme ça. Et vous dites, il n'y a plus rien à faire. Eh bien si, parce que quand on regarde les données de Gaïa, ce qu'on s'aperçoit par rapport au binaire éclipse, mais même avec le Gaïa DR3, hein, vraiment le dernier catalogue, on s'aperçoit que dans les courbes lumière, il y a des trous. Le petit défaut au Gaïa, c'est qu'en fait, dans la temporalité, ça bouge pas mal et il a des trous. En fait, il va faire des points de mesure toutes les 30 minutes. Alors, si l'éclipse, la durée dure, imaginons 10 heures, lui, il va pouvoir obtenir, en recollant les points, sur 30 minutes, on va pouvoir avoir le minimum bien marqué, minimum principal bien marqué. Mais imaginez, quelquefois, les minimums principaux vont durer 15 minutes.
Si vous faites des points toutes les 30 minutes, vous allez louper ce minimum-là. Et là, il n'y a que les amateurs qui peuvent le faire parce qu'en fait, avec votre instrumentation, si vous choisissez une bonne... Vous voyez, cette étoile va briller en ES6, ça ne va pas être... c'est pas exceptionnel. Ça. Mais au niveau amateur, vous arriverez à reconstituer la phase que Gaïa n'a pas pu faire. Vous voyez, il y a plein d'étoiles de ce style-là. C'est sûr que vous n'aurez sans doute pas la précision diabolique de Gaïa, mais vous arriverez à déterminer l'instant du minimum que Gaïa n'aura pas pu faire. Et il y a des milliers d'étoiles comme ça. Donc, au début, on s'est dit Gaïa arrive, donc on peut ranger nos télescopes et se mettre à la couture. Ben non, il y a beaucoup de choses à faire encore. Où en sommes-nous actuellement? Actuellement, il y a 123 binaires Gibbs bien connus en 100 ans. Alors, bien connus, ça veut dire qu'on connaît tous les paramètres. Masse, température, inclinaison, tous les paramètres orbitaux, il n'y en a que 123. Hein. Sur EGC-VS, il y a 1982 binaires Eclipse type EA, algolide déjà, connu. Or, l'AVSO VSX, c'est la base de l'AVSO. VSX, c'est leur propre base. Il y a 5000 algolides utiles pour les amateurs, 5900. Hein. Super WASP a probablement le projet 50 000 courbes lumière. Gaïa va produire entre 1 million de courbes de lumière. Il en a produit beaucoup plus. Il y en aura sans doute 100 000 utiles. LST, qui est en cours, mais quand ce sera, on devrait avoir 24 millions et on en aurait 6 millions d'utiles. Vous voyez, ça donne un peu le tournis, mais il reste toujours moins de 100 amateurs répartis sur la planète pour les observer. Vous voyez, il y a un travail énorme à faire pour étudier ce type d'étoiles. Je vais y arriver. Or, on voit dans certaines bases de données que quelquefois, il n'y a aucune courbe lumière. Hein. Là, je vous ai mis le site où on trouve, c'est une base de données amateur et professionnelle que j'alimente aussi, j'y participe. Et on s'aperçoit qu'en fait, là, ici, il n'y a aucun point, il n'y a aucune courbe lumière. Il n'y a aucun point, il n'y a rien. Donc, ces étoiles-là sont complètement oubliées. Hein, donc là, il n'y a qu'un point, par exemple. Hein, voilà. Bon, ça date un peu, mais pour vous dire que je suis sûr que si on y revient, on peut trouver... et là, j'ai pris que la Vierge, hein, j'ai pris la constellation de la Vierge. Voilà. Donc, et en magnitude, hein, on n'est pas des magnitudes... on n'est pas magnitude 20 comme souhaitait Antoine hier. Hein. On est à magnitude 8, des gros écarts en magnitude, des choses simples. Hein. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Laurent, quand tu dis magnitude 8, 9, au total, il y aurait à peu près combien de candidats là, qui apparaissent sur ces tableaux qui ne sont pas renseignés? Là, ça date un peu. Or, oui, ça date non, pas de mais 2006. Je t'embête pas, ça peut être une action, mais tu vois, constituer un tableau des binaires non étudiés. Ah oui, je vais venir. Le binaire Bon, non étudié, oui, je vais venir. Après, oui. Je vais vous donner une liste bien précise, où vous aurez toutes les infos. Donc là, par exemple, c'est dans la base de Laurence et moi. Et vous voyez, bon, là, c'est des données un peu vieilles, hein, 2014, etc. Hein. Pour la petite histoire, ça fait depuis 2008 que je suis binaire Eclipse. Hein. Voilà. Donc là, on s'aperçoit que bon, mes courbes ne sont pas complètes et il n'y a que 3 points de mesure. Quoi. Enfin, il y a 3 parties de courbes. Et là aussi, hein, sur cette étoile-là, on s'aperçoit qu'il y a des bouts de courbes. Voilà, hein, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. En un cas particulier, c'est la AVSO qui fait des publications et à partir de courbes lumière, on peut arriver à faire de la modélisation. Donc, on va étudier cette étoile-là qui s'appelle OAQL, qui est dans l'Aigle, à côté d'Altaïr. Juste à côté d'Altaïr, c'est très facile à trouver, très facile à mesurer. Ça a été ma première étoile que j'ai mesurée. Et on va voir les méthodologies et les contributions. Là, il faut que je m'active. Donc, les prédictions, les observations, le dépouillement, l'envoi des données, modélisation. En prédiction,
on fait une prédiction, on observe, on obtient des données, une courbe lumière, et après, on peut essayer de faire une modélisation, mais pour ça, je vous dirai justement. Alors, la prédiction, c'est très important. Choisir son étoile suivant sa configuration matérielle, bon, j'imagine que vous le savez tous, la magnitude des limites. Au télescope en remote, j'ai ouvert une petite parenthèse. C'est très bien. Arnaud, tout à l'heure, disait qu'il avait un télescope en remote. Vu qu'il les maîtrise totalement, il va pouvoir dire « je vais consacrer 5 heures sur cette étoile-là ». Il n'y a pas de souci. Faites attention au télescope en remote, donc vous ne maîtrisez pas le planning. Si les télescopes en remote vous donnent une image tous les quarts d'heure ou à des heures que vous n'avez pas choisies, ça risque d'être très compliqué. Donc, indispensable d'avoir le temps d'observation totale et surtout sa maîtrise. Sinon, vous allez louper le phénomène. Le seeing, la pollution lumineuse, le temps d'observation. Si vous le faites pour vous-même, quel est le temps que vous pouvez y consacrer? C'est des phénomènes longs, comme pour les exoplanètes. Il ne faut pas passer sortir à 22 heures et rentrer télescope à 23 heures. Même si c'est en autonome, c'est des phénomènes relativement longs. Pensez à l'horizon. Tout simplement, si le phénomène se termine à 3 heures du matin plein ouest, mais que vous avez des arbres qui cachent le phénomène, c'est un peu embêtant. Et l'heure du phénomène. Après, choisir sa configuration logicielle, bon, mais ça, vous faites ce que vous voulez, hein, vous maîtrisez la chose. Et vous avez plusieurs types de ressources pour trouver les minima, soit Internet, soit logiciel client que vous installez sur vos machines. Bon, là, il y en a un, hein, je vous donnerai, voici le lien, hein, qui lui, vous rentrez latitude, longitude, et vous faites un calcul et ça vous sort un fichier d'éphéméride. Là, c'est par Internet. On met toujours pareil, la date, le jour, les types de catalogues qu'on vous utilisez. On soumet une requête. Excuse-moi, Laurent, je peux t'interrompre? Oui. Tu peux revenir sur la diapo d'avant, j'ai pas eu le temps de noter le... Ah, mais je donnerai les liens, t'en fais pas. Ok, merci. Voilà, je vous laisse. Bon, merci. C'est bon, voilà. Donc, on rentre... Oups, pardon. L'année, le mois, le jour. Alors, essayez de travailler toujours en TU, parce que sinon, vous allez être un peu perdu. Les différents catalogues, vous soumettez la requête, comme à chaque fois, et vous allez avoir toute une liste d'étoiles. Donc, on retrouve le cycle. Il y a quelque chose qui est très important ici, c'est la durée. Quelle est la durée du phénomène? Parce que l'on vous dit le phénomène va se produire à, imaginons, c'est comme ce soir, ça se produit à 1h du matin, mais le phénomène va durer 3 heures. Donc, si ça dure 3 heures, ça veut dire 23h30 local. Vous allez vous commencer avant, ça va être au moins à 22h30. Il commence juste à faire nuit. Les images à début de nuit ne vont pas être terribles. Peut-être il vaut mieux prendre quelque chose qui va se produire à 2h du matin. Comme ça, vous aurez les meilleures images. Voilà. C'est toutes ces parties-là qu'il faut voir en même temps. D'où l'utilité de connaître son ciel, de savoir... Mais on a le même problème avec les exoplanètes. Je veux dire, il n'y a rien de bien particulier. Et là, c'est le cycle. Voilà. Et la source, c'est la source du catalogue. Et un autre site de référence, c'est un peu le même principe. Donc, vous choisissez la constellation, vous choisissez l'étoile que vous voulez suivre, et ça vous donne 2 éléments. Donc, en bas, là où il y a ma souris, vous avez les heures des phénomènes. Donc là, c'est un temps local, hein, c'est ramené à votre temps machine. Donc, vous avez le secondaire ou le primaire, ici. Donc, vous avez l'heure en temps local et un jour julien. Et ce qu'on voit ici, c'est le fameux graphique des O-C. Vous vous souvenez, c'est XY Léo, l'étoile dont je vous ai montré la simulation, l'étoile qui tournait, là, qui fusionnait, c'est cette étoile-là. Or, qu'est-ce qu'un O-C? Un O-C, il y a une heure d'observation qui est prédite. Donc là, c'est prédit à 17h42 le 4 juin. Vous ne pouvez pas l'observer, vous allez l'observer le 5 juin à minuit 30 en local. Donc, vous faites vos mesures, mais quand le temps du minimum va être trouvé, on en reparlera, on ne va pas trouver minuit 30, on va trouver une autre heure. On va trouver soit minuit 25, soit minuit 35.
Donc, entre l'observé qui était prévu à 0h31 et le minimum qui a été trouvé par rapport à vos datas, à vos données, on a trouvé soit minuit 25, soit minuit 35, et en fait, ça fait un décalage. Et ce décalage est reporté sur un graphique. Et la somme de tous les décalages de tous les observateurs est reportée sur ce graphique-là. Et quand on regarde dans le temps, on s'aperçoit que depuis 1940, où il y a eu les premières observations, à aujourd'hui, à 2021, hein, là c'est 2020 les dernières, 2021 ici, eh ben on s'aperçoit que ça devient intéressant parce qu'on commence à avoir des cycles. Il y a quelque chose qui bouge. Donc, ce qui veut dire que par rapport à cette étoile-là, qui paraissait inerte, etc., il y a quelque chose qui fait bouger et on s'aperçoit qu'il y a un cycle et le cycle est en train de monter. Les O-C sont en train de monter. Donc, les prochains observateurs, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Logiquement, le O-C devrait descendre, ça devrait aller plus bas et remonter dans les années. Voilà. Donc, si on regarde entre 2020, 2010, enfin, oups, je suis arrivé, entre les années 2000 et 2020, sur 20 ans, il y a quelque chose qui se passe. Et même sur 10 ans, on le voit. Donc, l'utilité aussi des amateurs, c'est de contribuer à faire des O-C et à voir des phénomènes qui sont sur de longues périodes. Alors là, on le voit très, très bien. Ben, vous allez me dire, c'est un peu embêtant quand même, parce que bon, j'observe maintenant en 2020, mais ce sera que les astronomes des années 2080 qui vont profiter de mes observations. Oui, mais vous pouvez faire autre chose quand même par rapport à vos propres observations en temps réel. On continue, donc il y a notre site qui vous permet pareil de faire des prédictions. Vous pouvez choisir l'étoile brillante, les excentriques, le fichier BNRO, enfin voilà, donc il y a plusieurs. On est toujours pareil, je commence à telle date, nombre de jours d'observation que je veux, les dates de fin, et voilà. Et ça vous dit la liste des étoiles à observer. Et toujours pareil, ça dépend de votre configuration instrumentale, à l'heure à laquelle vous pouvez observer, etc. Et un autre, alors là c'est un logiciel client. Alors l'auteur, vous le connaissez, c'est l'auteur de MiniWin, qui est tchèque, qui a fait ce logiciel. Et depuis de nombreuses années, on collabore ensemble pour l'améliorer, ce logiciel. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées. Donc, on a le nom de l'étoile. Enfin, on va reprendre tout à fait au début. Vous avez la date ici, les catalogues que vous pouvez personnaliser. Donc, vous voyez, il y a le mien qui s'appelle Laurent, il y en a d'autres qui ont été personnalisés. Le nom de l'étoile, la phase, la date, l'heure en TU. Donc, très important de travailler en TU. L'azimut, l'altitude, association de droite et déclinaison. Bon, ce n'est pas super précis, ce n'est pas le but du jeu, vous retrouverez les informations ailleurs. Le type. Et ici, j'ai fait rajouter aussi, par exemple, la durée. Là, vous avez une EA qui donne la durée du minimum est de 5 heures. Sachant qu'on est en été, sachant à quelle heure vous allez observer, est-ce que vous allez pouvoir le voir? Là, si c'est centré sur 1h du matin, ça veut dire 3 heures avant, 3 heures après, c'est quasiment sûr que vous ne pourrez pas voir le phénomène. Ça serait en hiver, ça serait différent. Le catalogue, le point. Or, le point, il faut se méfier, c'est toujours quand on note par rapport au point, on se dit c'est le plus important ou c'est le moins important. Faites attention, c'est des notions, ce qui peut sembler très important pour l'un et pas du tout important pour l'autre, c'est des notions très particulières. La distance par rapport à la Lune, ben ça c'est intéressant aussi parce qu'on peut observer quand c'est la pleine Lune. On n'est pas gêné. Si on s'y prend bien, ben, on peut quand même faire des mesures. Et des remarques, là vous pouvez modifier le catalogue et rajouter vos propres remarques. Or, quelques conseils, attention au temps indiqué, TU, locaux, géocentrique, héliocentrique. Bien que les deux, géocentrique et héliocentrique, ne sont pas beaucoup vous gêner, mais surtout TU et locaux, parce que là, vous risquez de louper les phénomènes, et regrouper les prévisions. L'observation en elle-même, avoir son ordinateur à l'heure, ça paraît tout bête, mais
On ne va pas vous demander la précision par rapport aux occultations d'astéroïdes. Hein, on ne va pas demander la précision, mais personnellement, je fais avec un serveur NTP. Comme ça, je suis tranquille et une mise à jour tous les quarts d'heure. Les observations idéales, c'est 1h30 avant, 1h30 après. Et privilégiez 1 à 3 étoiles maxi. Ne vous dites pas, je vais faire 15 étoiles dans la nuit, vous n'y arriverez jamais. Si vous en faites 2 dans une nuit, c'est déjà bien. Mais souvent, il vaut mieux en privilégier qu'une seule. Et faire ces images de calibration. Je sais que hier, vous en avez pas mal parlé, donc je ne vais pas y revenir, mais c'est très, très important de gagner en précision. Alors, un petit mot par rapport à la filtration. Hein, alors, les filtres sont quasiment introuvables maintenant, ça devient un gros problème, mais bon, il y a les filtres UBRI qu'on va utiliser et il ne faut pas les confondre avec les filtres de type astronomique pour les filtres de 10 belles images. Hein, voilà. Alors, les filtres V, c'est les Johnson cousins. Voilà, les bandes passantes. Voilà. Je me dépêche. Qui sont quasiment introuvables pour l'instant. Et on voit que par rapport à l'astronomie, ils sont tout à fait différents. Hein, c'est vraiment... Donc, privilégiez les filtres photométriques si vous en avez. Si vous n'avez pas de filtre, ce n'est pas grave, vous pourrez quand même faire des mesures. Et à comparer par rapport aux Solon, qui sont tout à fait différents, mais qui ont l'avantage d'avoir une transmission de 100%. Mais vous pouvez utiliser les deux. Il n'y a pas de... Et ceux-là sont plus, les premiers là, ne sont plus utilisés. Alors la modélisation, on se dit c'est super, mais c'est pas si simple que ça. Il vous faut la courbe complète multifiltre, c'est-à-dire il faut avoir mesuré l'étoile complètement, avoir la courbe lumière avec les minimums, les 2 minimums et les maximums, et avoir la courbe complète sur au moins 2 filtres, BV ou VR. Après, quand vous avez vu votre courbe, faire une prélecture de prédéterminer par vous-même le type d'étoile que vous avez mesuré. Et après, il y a plusieurs logiciels de simulation, plusieurs types. Hein. Et bon, là, je pourrais consacrer une autre partie à ce sujet, mais ce n'est pas le but du jeu. Mais on peut faire la simulation en amateur et déterminer les masses, les températures, l'inclinaison, etc. L'envoi des données, alors, en fait, l'envoi des données à des référents exclusifs. Alors, faites attention à vos propres sources de calcul de minima. Ne transmettez pas le temps du minima. Là aussi, on pourrait reconsacrer notre exposé à ce sujet. Parce que vous pouvez vous tromper dans le choix de l'époque et de la période, pas prendre la bonne référence et pas utiliser la bonne méthode de calcul. Il y a beaucoup d'algorithmes de calcul. Il y en a au moins 7 ou 8. Et il ne faut pas se tromper. Si vous envoyez un mauvais minima, vous allez avoir un mauvais point sur le graphique au moins C, et ça peut induire beaucoup d'erreurs. Alors, les différentes contributions, ben là, il y a la recherche du 3e et 4e corps, qu'on va parler, les points chauds, les OEA-star, le projet Boto de Jean-François et d'autres listes. Alors, la recherche du 3e et 4e corps, ben, imaginez un monde comme ceci. On se disait à une époque, quand le film Star Wars est sorti, eh ben, c'était impossible, ça ne pouvait pas exister. Mais ici, ça existe. Ça a été vu, ça paraissait improbable, mais ça existe. Et je voudrais reprendre toujours pareil mon étoile OAQL du départ. Cette étoile-là, il y a plusieurs études qui ont été faites par des professionnels. Et la première étude, voilà, ça a montré, dans les 3 études qui ont montré une étoile double, mais en fait, une étoile double avec 2 corps qui orbitent autour. Ça, c'est une étude de 2006, sans en préciser la période. C'est toujours étudié par des professionnels. Il y a cette publication qui a montré une période de 52 ans pour le 4e corps et de 20 ans pour le 3e corps. Et vous dites, pourtant, c'est OAQL, on a plein de mesures, c'est quelque chose... Mais même sur une étoile de ce type-là, qui est facilement suivable par les amateurs, on peut faire beaucoup de choses dessus, et bien on se casse encore les dents là-dessus. Et il y a une 3e étude qui est passée en 2013, et lui, l'auteur fait une référence sur une période de 20 ans
pour le troisième corps. Voilà. Donc, c'est très important d'avoir tous les points de mesure, déterminer tous les minimums pour trouver des troisième ou quatrième corps. Et il y a plein d'étoiles de ce style-là. Et là, c'est juste en regardant la courbe des O-C. On n'a pas fait de modélisation particulière, on n'a pas fait d'astrophysique pure en déterminant les masses et les températures, juste avec vos points de mesure, avec juste les standards minimums. Voilà à quoi ça ressemble, les courbes O-C. Et je vous ai mis ici une référence pour en savoir plus, comment on calcule vraiment les O-C. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant aussi à observer. Si vous reprenez la courbe O actuelle, toujours l'étoile de départ, on se dit, bon, mais si c'est entre les années 1932 et cette partie-là, il y a une pente montante, ben, en théorie, ça va recommencer. En fait, en réalité, la courbe s'aplatit des O-C. Et ça, on le sait qu'en le mesurant, tout simplement. S'il n'y avait pas des amateurs qui avaient mesuré, ben, on ne pourrait pas le savoir. Et on se dit que quelque chose va être cyclique, mais ça ne l'est plus. Donc, quelque chose se passe au niveau de ces étoiles-là. Sans doute que les troisième et quatrième corps influencent plus fortement que ce qu'on avait prévu le système. Or, la recherche du troisième corps, ça se fait au niveau aussi amateur, avec des projets où on peut avoir des éphémérides. Ça, ce sont nos amis du Sud qui le font. Au niveau professionnel aussi, il y a un réseau de télescopes qui le fait. En photométrie spectro, donc vous voyez, il y a 4 télescopes de 500 mm qui s'y collent. Il y a 350 binaires à étudier. Or, les points chauds, c'est un peu différent. Vous faites les courbes de lumière et vous avez toujours la totalité de vos courbes de lumière multifiltres. Là, c'est Romain Montaigu qui a fait cette courbe de lumière. Et on s'aperçoit ici que les maximums sont de différentes hauteurs. Et tout simplement, c'est qu'il y a des points chauds sur les étoiles. Et ces points chauds ressemblent à ça. Voilà, là, vous avez une simulation de ce à quoi ça peut ressembler. Donc, il est très utile d'avoir un multifiltre, des courbes de lumière totales, pour trouver ce qu'on appelle le fameux effet O'Connell et mesurer ces étoiles-là. Une question, Laurent. Oui. Reviens sur cette diapo, s'il te plaît. L'image qui est en haut à gauche, ce n'est pas une simulation, c'est une vraie observation en imagerie directe. Non, je crois que celle-là, c'est une simulation. Parce que tu as l'échelle 10 milliards secondes qui est indiquée en bas. Oui. Donc, je pense que, parce qu'on a fait la même chose sur Betelgeuse, on commence à avoir l'instrumentation pour voir ces choses-là. Oui, c'est les Chinois qui ont fait ça. C'est la question que je me suis posée en revoyant la diapo. Est-ce que c'était simulation ou est-ce que c'était… En tout cas, je suis quasiment sûr que l'image en haut à gauche, ce n'est pas une simulation. Ah non, en haut à gauche, pardon. Moi, je parlais image en bas. Non, en haut à gauche, oui. C'est bien une observation, on voit les points chauds. En haut à gauche, oui, pardon, on ne parlait pas de la même. Oui, en haut à gauche, oui, on voit une observation et puis on voit aussi un assombrissement centre-bord là qui est très… Oui, désolé, on ne parlait pas de la même chose. D'une atmosphère. Oui, en haut à gauche, c'est l'image réelle. Oui, je suis d'accord. Et en bas, c'est la simulation. Voilà. Les images noires et blancs sont en simulation et l'image en haut à gauche, c'est l'image réelle. Oui, on est d'accord. Je continue. Donc, l'AFSO a donné dernièrement une liste d'étoiles à suivre, en effet O'Connell, donc effet point chaud. Il y a 250 cibles à suivre, magnitude inférieure à 13, période inférieure à 10 jours. Le but du jeu, c'est obtenir un multifiltre. Déjà, obtenir, même si vous n'avez pas de filtre, la courbe complète. Et là, vous verrez l'effet O'Connell, c'est-à-dire que les maxima seront à des hauteurs différentes. Voilà. Au Astar, c'est un peu différent. Ce sont des algolides. Et là, l'amplitude est très faible sur les plateaux. Vous vous souvenez de la courbe des algolides? On a un plateau qui est très plat. Et en fait, on va observer des variations très faibles. C'est à millimag. Là, on est au niveau des exoplanètes. C'est à millimag qu'on va observer ces variations-là.
Alors, il n'y a pas beaucoup d'étoiles détectées, il n'y en a quelques douzaines détectées sur Terre et quelques centaines dans l'espace. C'est une niche très spéciale, mais il y a du travail aussi à faire là-dessus. Alors là, c'est le projet de Jean-François Couliac qui va continuer. Et en fait, lui, il a pris 30 sensibles du catalogue GCVS, des magnitudes inférieures à 14,7, dont la période est inférieure à 0,33 jours ou moins. Et il a fait une liste que vous pouvez voir sur son site. Donc voilà, ça vous donne aussi des pistes de travail. Alors les étoiles oubliées, tout à l'heure, on parlait des oubliés, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'observe plus. Et vous avez Sébastien Otero, qui est de l'AFSO, qui lui a fait un fichier spécial, un fichier Excel ou texte, peu importe. Vous avez 1126 cibles à observer, oubliées, 172 qui sont du catalogue GCVS, qui sont en magnitude inférieure à 15,5, et les périodes vont de 0,2 à 509 jours. Alors, si vous devez commencer à prendre celle qui est à 0,2 jours, comme ça, vous êtes à peu près sûr de tomber dedans, avoir quelque chose. Parce que si vous prenez une période égale à 3 jours, que les éphémérides soient mauvaises, vous risquez d'être sur un plateau, sur une montée, sur une descente. Bon, les données seront utiles, mais ça risque d'être très frustrant. Alors, commencez pas par ça. Ça, je vais dire, c'est presque la fin de votre programme. Si vous n'avez jamais touché au binaire Eclipse, ça, c'est la fin, en fait. C'est que quand vous allez toucher des étoiles oubliées, vous dites, j'ai du temps de télescope à perdre. Tant pis si je n'obtiens pas des données gratifiantes, je peux me lancer dans ce type de mesures. Ressources et questions, il y a un truc que j'ai oublié un truc, c'est comment débuter, parce que je vous ai mis beaucoup de choses. Vous avez vu qu'il y avait énormément de niches entre la préparation, il y a les images, les binaires Eclipse O'Connell, les OASTAR, les oubliés, etc. Alors, comment bien se préparer quand on fait une première observation de binaire Eclipse? C'est déjà de ne pas être déçu. Donc, c'est un peu comme pour les exoplanètes. Quand on observe proprement une exoplanète, on veut être sûr qu'on ait quelque chose. Et là, c'est pareil, on se dit, si j'observe pendant 5 heures une étoile, j'aimerais bien en voir un minimum. Donc, choisir une cible déjà qui a été déjà bien observée par les autres. Commencez pas à prendre une étoile oubliée de magnitude 15, que personne ne connaît la période, etc. Commencez pas par ça. Commencez à prendre une cible que vous connaissez, qui est déjà bien vue par les autres. En ce moment, par exemple, au AQL, je suis sûr que vous pourrez l'observer, vous n'allez pas vous tromper, vous allez pouvoir avoir quelque chose. Ce sera relativement facile. Prendre le temps d'observer. Vous dites, j'y consacre 4 heures. Et après, vous soignez bien vos images et les images de calibration. Parce qu'on peut gagner quelques centièmes de magnitude et on peut réduire les erreurs. Ne faites pas trop tout à l'arrache, c'est travailler quand même proprement. Pré-traiter vos images, bien sûr, ça c'est évident. Réduire vos images, c'est la partie photométrie qu'on a vue hier avec MuniWin, Cyril, etc. Ou que va nous montrer Jean-François tout à l'heure avec VFOT. Envoyez vos données. Alors, si vous avez les minima, vous allez obtenir un jeu de data. Alors, le jeu de data, ça comprend les jours juillet et les magnitudes. Il faudra envoyer vos données et ça sera publié. L'AFSO va publier vos données automatiquement dans le GGAFSO et ça fera partie un petit point sur une courbe au moins C, mais ça sera très utile. Et après, quand vous aurez observé, vous pourrez faire votre propre programme et vous faire plaisir suivant le programme que vous aurez choisi, tout simplement. Après, vous allez dire, je préfère les algolides, je préfère les bétalières, je préfère les oubliés, je préfère les féoconils, etc. Plus vous avancerez dans le temps, plus vous verrez. À titre personnel, j'ai un programme 50 étoiles, plus d'autres établis avec des professionnels, mais voilà, c'est à peu près ça. Donc, il faut
Et souvent observer les mêmes étoiles aussi. Ça permet de voir les étoiles évoluer. Changez pas trop votre setup tous les matins non plus. Ça vous évitera de reperdre et tout recommencer. Il y a un setup relativement stable dans le temps. Ça permet de continuer d'observer longtemps et souvent. Voilà. Et faites-vous plaisir, c'est quand même essentiel de l'histoire. Désolé, il y a une version de diapo. Donc, en littérature, il y a en France, il n'y a pas beaucoup de livres sur les étoiles variables et binaires éclipses. Et là, je vous ai mis quelques livres. Après, il y a quelques livres sur tout ce qui est binaire éclipse, la modélisation et l'analyse. Ça, c'est un peu plus tard. Hein. C'est vraiment... voilà. La BA qui émet un bulletin, comment observer les binaires éclipses. C'est un bulletin chargeable en PDF sur le site ABA. Alors, il y a 2 livres que vous connaissez peut-être, donc les exoplanètes. Je sais que les exoplanètes et binaires éclipses, ce n'est pas tout à fait pareil, mais qui peut le plus, peut le moins, parce que les exoplanètes, on va être beaucoup plus fin que sur les binaires éclipses, mais vous pouvez vous en inspirer, hein, c'est vraiment, vous en servir des références. Gousgari, maintenant il y a Denis Conti aussi qui a fait énormément de travail là-dessus. Il y a Brian Warner qui lui a fait un logiciel qui s'appelle MPO Canopus. L'inconvénient du livre, c'est qu'il dit tous les logiciels de photométrie sont mauvais, sauf le mien, achetez le mien. Mais bon, si vous faites abstraction de cette partie-là, il y a beaucoup de choses à retirer quand même de ce livre-là. Après, il y a ces liens-là qui vous permettent d'en connaître un peu plus sur tout ce qui est étoile variable. Après, il y a des liens importants. Il y a AFSO, le CBA, le CVNet, qui vous permettent de connaître un peu plus les étoiles variables. Le site Jean-Marc Bréard sur les étoiles variables. Les exercices de photométrie aussi. En mes publications extraits, vous allez sur mon site. Bon, ce qu'a dit Thierry au début sur les sciences participatives, le guide de l'AFA. Observer et mesurer les étoiles double visuelles, il y a un chapitre consacré au binaire éclipse. Et ensuite, ces parties-là, certains livres sur le SAS aussi consacrés au binaire éclipse. Et il y a mon site où vous trouverez d'autres références, comment me contacter, bien que Thierry ait diffusé mon adresse mail. Voilà, si vous avez des questions, je passe à être dans les temps. Ouais, c'est -10, c'est bon. Voilà, merci. Merci Laurent, c'est parfait. Okay, ben, s'il y a effectivement des questions, c'est... Denis Saint-Gelais du Mexique. Bonjour Denis. Je voulais vous parler que l'AVSO donne un cours en français maintenant sur la classification des étoiles variables. J'ai suivi ce cours-là l'an passé et puis il va y avoir un nouveau qui va se donner à partir de novembre. Et puis je voulais parler aussi à Laurent. Tu as les dates et les liens, tu pourrais nous les envoyer, on le mettra dans le calendrier, c'est intéressant. Parfait. Ouais. Laurent, je voulais te parler des fils Johnson-Cousin. Oui. J'ai maintenant un Johnson-Cousin V, mais j'ai été obligé d'acheter un filtre usagé carré que j'ai meulé pour devenir rond. C'est vraiment un problème d'avoir les filtres. Je ne sais pas si tu as des bonnes nouvelles pour moi. C'est du 50 mm que j'utilise. Ce que m'a dit Jean-François hier, peut-être il va en reparler, c'est qu'on lui avait annoncé qu'Astrodon ne faisait plus de filtres suite à la pandémie et que si c'était arrêté, je ne sais pas comment ça va faire. Mais oui, sur cette question, j'avoue, je ne comprends pas bien l'importance, j'en ai parlé hier, vraiment de s'accrocher à ces filtres du système Johnson-Cousin qui sont relativement larges et puis très pénalisants. Alors, je comprends qu'il peut y avoir un intérêt à se raccrocher voilà, à des mesures anciennes avec ce système de filtres, mais finalement, avec des filtres comme Sloan ou des filtres à couche mince, quand on connaît voilà, la bande spectrale et le centre de longueur d'onde, finalement, c'est le plus important. Alors, il y a deux,
il y a deux écoles. Perso, j'ai les deux dans ma roue à filtre. J'ai du V et j'ai du Sloan. J'ai les deux générations. Certains astronomes disent je veux à tout prix du V, d'ancienne génération, pour coller aux anciennes mesures. D'autres, ils disent c'est pas grave, on prend la nouvelle génération. Sloan, c'est vrai qu'ils sont nettement plus lumineux, nettement plus performants, ça, il n'y a pas photo, c'est le cas de dire. Par contre, après, ça va être pour recouper les mesures. Alors, pour recouper les mesures, si on veut tous être uniformes, il faut passer par ce qu'on appelle les coefficients de transformation. Oui. Alors, en gros, les coefficients de transformation, j'ai mon setup, il a une certaine manière, la caméra, les filtres, etc. Ça fait une configuration globale. Donc, je vais faire une mesure, je vais obtenir une certaine valeur. Toi, Thierry, tu as une autre configuration, tu as des filtres astronomiques, un autre setup, une autre caméra, et tu vas obtenir une autre mesure au même instant, de la même cible. Oui, bien sûr. Mais les mesures vont être mais difficilement à commencer par recoupables parce que… l'atmosphère, à commencer par son instrument, on aura des pupilles différentes. Oui, voilà. Ça va être tout différent. On va obtenir des valeurs différentes. Si au même instant, on voulait recouper les mêmes mesures, qu'est-ce qu'il faut faire? On va observer ensemble un même objet, cible, type calibré. Or, il y en a toute une liste, c'est les listes Landon, il y a M67, il y a NG, il y a plein de NGC. C'est M67 le plus connu. Oui. Et avec ta configuration, tu vas obtenir une magnitude. Mais tu sais que l'étoile qui est dans M67, elle est d'une certaine valeur. Et toi, tu vas obtenir une autre valeur. Tu vas obtenir une différence. Enfin, je vais faire la même chose. Je vais obtenir ma valeur. Je vais obtenir ma mesure. Tu vas obtenir ta mesure. Que je raccroche à ce catalogue. À ce catalogue-là. Donc, tu vas obtenir un écart. Je vais faire la même chose. Ce n'est pas un écart. On va déterminer un facteur de conversion entre le catalogue et ma mesure. Voilà. Et c'est ce facteur de conversion, tu vas l'appliquer à ta nouvelle mesure. Oui. À mesure que tu avais de ta première cible. Et je vais faire pareil avec mon setup par rapport à M67, et je vais obtenir un facteur de conversion et que je vais appliquer à mes propres mesures. Et là, on va recouler nos mesures. Laurent, oui. Pour avoir travaillé sur la photométrie couleur, tu connais mon intérêt pour cette manip. Et donc, c'est très robuste. C'est vraiment le seul goal qu'il faut bien respecter, c'est que si tu le fais monofiltre, ça merde. Oui, il faut faire multifiltre. Il faut vraiment, si tu fais sur M67, c'est de l'horizon au zénith et avec tous les filtres de manière séquentielle. Je te jure, pour avoir utilisé iRAF là-dessus et qui prépare les fichiers d'observation sur ses coefficients de correction, parce que j'ai subi le même problème que toi, passer d'un standard photométrique à un autre. Et moi, on a fait le choix des filtres Sloan il y a longtemps, donc on a un jeu de filtres Sloan complet. Et c'est vrai que pour certaines manips où tu as des vieilles mesures en UVRI, c'est robuste. Les coefficients de correction, c'est robuste. Par contre, il faut vraiment un grand lot d'images et l'algorithme qui permet de trouver les coefficients de correction pour chaque filtre, c'est quand même une manip vraiment longue, une bonne informatique pour arriver à caler tout le truc. Enfin, si vraiment un jour vous êtes intéressé, je peux essayer de faire un tutoriel, mais ça veut dire… Non, mais c'est un thème pour la prochaine école de photométrie. C'est lourd, hein. Voilà. C'est un niveau dessus. Enfin, c'est un niveau dessus. Mais par contre, la manip est très robuste. Ça, elle est très bien documentée. Il y a eu énormément d'utilisation des algorithmes de fitting pour passer d'un jeu de filtre à l'autre. C'est robuste. Franchement, après, tu ne feras pas la millimagnitude. On est d'accord. Tu vas te noyer dans la barre d'erreur, mais c'est robuste. Oui.
Je pense en effet qu'il y a des solutions logicielles parce que dans le microlensing, on est pour les exoplanètes par microlentille, on est confronté à ça tout le temps vu qu'on a un réseau mondial de petits télescopes avec des setups différents et on arrive à faire des courbes de lumière qui se recalent les unes par rapport aux autres. J'ai vu passer récemment, je crois, un paquet Python qui permet de faire de la photométrie multisite. Je ne sais plus où il est, mais il faudra que je recherche cette affaire-là. Je pense qu'effectivement, au niveau logiciel, il y a plein de solutions. Maintenant, Laurent, tu n'as pas parlé toi-même de la solution que tu utilises. Quels sont les logiciels qui te permettent de faire tes courbes de lumière? Ah, oui, non, je n'avais pas parlé parce que vu que c'était thème général, je me suis dit, je ne vais pas refaire ce que les autres ont fait. Hein. J'ai volontairement cette partie-là. Alors moi, j'utilise Maxime DL. D'accord. Voilà. Mais j'ai volontaire. Or, je vais quand même récupérer, je vais demander aux filles de hier après-midi qui ont présenté Anissa. Voilà, je vais récupérer la présentation, je vais leur On ne dit demander en pas aux privé. filles, là, hein, on dit pas, on n'est pas des machos, on dit Non, oui, oui. Anne-Charlotte et Anissa. Voilà, mais désolé, je ne savais plus le prénom. Voilà, Anissa, je vais demander et ce sont des jeunes femmes. Voilà. Jean-Baptiste, le paquet Python que tu parles pour ça, je pense que c'est PyRaf. PyRaf. Ouais, PyRaf. C'est plus récent que ça, c'est plus récent que ça. Mais enfin, je vais regarder. Ouais, les filtres, ça vient du télescope, parce que PyRaf, c'était pour le télescope spatial Hubble. Ouais. Et un jeu de filtre un peu naze qui était parti voler, ils ont été obligés de raccrocher. Donc voilà, ça vient de là. Donc il faudrait vérifier si dans le PyRaf, tu dois avoir ces fonctions. Ça doit y être. D'accord. L'AFSO a sorti aussi un paquet transformation, ça s'appelle Transform TG, etc. Il y a un logiciel aussi qui est sorti. Il y a un truc quand même qui me paraît évident dans tout ça, c'est qu'en fait, on a besoin aussi peut-être de faire de la photométrie différentielle et ensuite, pour recaler, on a besoin juste d'un point de calibration, mais sur un setup particulier, je pense qu'on peut obtenir des bons résultats en photométrie différentielle. Il faut découpler la recherche de la courbe de lumière et son recalage sur les données déjà existantes. À mon avis, c'est deux trucs différents. Oui, et puis finalement, quand on fait du B-V, enfin, quelles que soient les bandes spectrales, après ça, l'exploitation qu'on en fait, c'est une mesure, comme nous l'a dit Antoine hier, de température. Hein, et donc, finalement, voilà, quand on a deux bandes spectrales, on peut effectivement rattacher ça à une estimation de la température. Et d'ailleurs, vous pouvez utiliser voilà, mon tableau Excel qui fait très bien la fonction avec une modélisation par corps noir. Vous mettez vos deux filtres et vous pouvez comparer vos mesures à une mesure radiométrique un peu théorique, mais sur un corps noir parfait. On peut faire le rattachement comme ça. Bon, enfin, c'est peut-être un thème sur une prochaine école. Comment se raccrocher entre différents systèmes de filtres, raccrocher ces mesures. En tout cas, c'est très motivant ce que tu as présenté. Là, je découvre l'affaire et moi, j'avoue que super. ça me parle, cette affaire-là. Hein. C'est vraiment… Il y a vraiment des objets incroyables. Là. Voilà, c'est ça. C'est phénoménal. Bon, bah, très bien. Merci, Laurent.